Tout simplement, participer, c'est prendre part à une action. Donc, ces gens, quand ils viennent, c'est qu'ils veulent agir, ils veulent comprendre la matière en l'utilisant. Ces gens-là ont déjà lu des livres, certains s'intéressent sur Internet à beaucoup de choses, donc ils ont déjà un savoir, mais ils veulent connaître ce matériau pour acquérir une compétence, pour éventuellement reproduire ces choses-là chez eux en tant qu'autoconstructeurs, ou peut-être éventuellement penser à en faire leur métier. C'est souvent ce qui arrive. Et en tout cas, le chantier participatif, c'est d'abord un moment convivial. C'est des rencontres en fait avec des gens qui ne se connaissent pas forcément, des fois des personnes qui viennent de l'étranger ou d'un autre coin de la France, à l'autre bout de la France. Et tous ces gens-là se réunissent sur un projet commun qui permet en fait à chacun d'avancer dans chaque démarche. Après, on essaye de répondre au mieux à ça, mais on se retrouve souvent pour une action précise. Par exemple, sur ce chantier de la SCI familiale, la SCI Metz, c'est un chantier qui était vraiment axé sur la bauge, donc la compréhension de la bauge, et puis particulièrement la bauge banchée. Voilà. Donc, qui est assez technique, mais ces côtés-là sont assurés par les professionnels. Et puis, les techniques aussi s'acquièrent en faisant, et au fur et à mesure, à la fin, souvent, c'est des personnes qui pourraient très bien monter des murs eux-mêmes, quoi. Voilà. Donc c'est très bien, ça fonctionne en général très bien, mais c'est bien qu'il y ait un professionnel pour guider. Alors, je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie. S'il n'y a pas de pédagogie, ça me paraît difficile. Il faut se mettre un peu à la place de l'autre et puis se rappeler quand on a débuté nous-mêmes. Parce que, par exemple, personne ne m'a appris vraiment le métier. J'ai appris sur le tas, on dit. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de formation. Les formations sont venues beaucoup plus tard. Et donc, c'est vraiment en faisant et en étant aux côtés de ces personnes qu'on arrive à leur transmettre chacun cette technique, parce que chacun va comprendre d'une façon différente, en fait. Et il va falloir beaucoup de patience aussi. Et à force, de toute façon, sur les chantiers, on forme tout le temps des gens, même si ceux-là sont des pros. Dans ces pros-là, ils n'étaient pas forcément pros au départ, donc en les formant, on arrive à quelque chose, quoi. Donc c'est sûr que si on parle de l'assurabilité, de la terre, toutes ces choses-là, on rentre dans un domaine qui est encore complexe, dans lequel on n'a pas tout à fait toutes les réponses, puisque beaucoup de choses sont en train de se faire en ce moment pour la terre crue. Donc c'est en bonne marche, c'est en train de se faire. On va dire que pour que tout cela fonctionne, on met du bon sens dans notre façon de faire pour que tout se passe bien. Voilà. Les limites d'un chantier participatif, ça va être les limites techniques, je pense. Il y a un moment donné, tout ne va pas être possible. Si le danger est trop grand, ce sera plus conseillé à faire par des pros, ou si c'est quelque chose qui doit être vraiment dont l'assurabilité est particulièrement forte, voilà. Là, on va refuser de faire un chantier participatif. Mais on va dire, pour moi, c'est plus des éléments comme la charpente qui sont complexes. La pose de double carré, par exemple, et encore, c'est possible, mais ça dépend de la grandeur. Donc les doubles carrés, ce sont des ouvertures en chaîne qui nous permettent de faire des ouvertures du coup dans les maisons en bauge. Tout dépend si le bâtiment est ancien et que c'est une restauration ou si c'est du neuf. C'est pas tout à fait la même chose. Puisque, par exemple, dans une restauration, on va créer une ouverture, donc ça veut dire ouvrir le mur. Donc parfois, ça nécessite un étayage.
Quand c'est de la bauge toute neuve, on le monte directement dans les banches. Donc c'est pas tout à fait les mêmes démarches, quoi. Donc l'avantage de la bauge, c'est une chose. L'avantage de la terre crue, c'est encore plus vaste. Alors l'avantage de la bauge. L'avantage de la bauge, c'est que déjà, c'est un savoir-faire ici qu'on a localement. Donc il faut savoir que je viens de ce monde-là, de la restauration du patrimoine. Donc mon savoir me vient de cette connaissance autour des maisons en bauge du bassin rennais. En créant des ouvertures, en travaillant les enduits, en bouchant des trous, on comprend en fait ce bâtiment vraiment bien, ce qui nous permet de créer des extensions dans un premier temps et petit à petit du neuf. Mais en fait, la bauge déjà, elle a les mêmes propriétés que pour le pisé par exemple. Elle permet de créer des murs assez épais qui vont jouer sur l'inertie thermique, sur la régulation hygrométrique du bâtiment, sur le déphasage aussi, c'est-à-dire qu'un mur plein sud va être capteur d'énergie et plusieurs heures après, il va la restituer dans le bâtiment. À l'inverse, quand il y a trop d'humidité aussi dans un bâtiment, les murs vont la pomper et l'extraire au dehors. Ce qui fait que ça lisse en fait la température, c'est comme un climatiseur naturel, ça a tendance à lisser la température en fait dans un bâti. Mais il y a d'autres avantages, donc celui-ci c'est le plus connu, mais la terre crue aussi atténue les ondes électromagnétiques. Voilà. Donc bon, il y a encore des chiffres à prouver, il y a plein de choses à faire, mais c'est en train de se faire, mais c'est quelque chose de très intéressant. Les anciens savaient très bien qu'elle était unifugée, c'est normal, mais ici, par exemple, j'ai pu me rendre compte, puisqu'il y a des murs, il y a des fournils, en fait, qui sont faits tout en terre crue, donc avec la sole en terre cuite, bien sûr, mais toute la voûte est en bauge, avec une chemise à l'intérieur, donc une espèce d'enduit qui la recouvre. Donc ça m'a permis, en fait, de comprendre bien, par exemple, que la bauge il n'y a pas besoin de sable dedans. Et que même le sable a tendance, quand on rajoute trop dans un enduit, il va être moins inifugé, moins résistant. La terre, en fait, locale, est très limoneuse, argilo-limoneuse, et contient très très peu de sable. Et ces terres-là étaient utilisées aussi pour faire des fours. Donc ça veut dire qu'elle cuit parfaitement, comme des poteries. Voilà. Donc on le sait tout ça, mais bon, c'est un avantage qui est quand même intéressant. C'est un des meilleurs isolants phoniques aussi. Donc j'ai pu faire par exemple des planchers qu'on appelle un plancher quenouille. Donc c'est une technique qui date du Moyen-Âge, mais qui serait intéressante à remettre au goût du jour aujourd'hui aussi, puisqu'en fait, sur un plancher, ça va vraiment insonoriser totalement une maison. Donc les murs en bauge aussi ont cette faculté d'isoler phoniquement. Voilà. C'est très agréable, donc ça fait une ambiance feutrée, comme on peut le sentir ici, je crois. Et c'est souvent, alors quand on vit dedans, on s'en rend plus compte, mais c'est souvent les gens qui vivent dans des maisons qui sont plus en placo, ce genre de matériaux, qui résonnent beaucoup. Mais ils s'en rendent compte en rentrant chez nous ou chez Amélie, et ils se rendent compte de ça. Voilà, c'est une ambiance feutrée, c'est très agréable. Les coloris sont chauds déjà. Donc cette matière en fait est une matière particulière qui n'est pas forcément chaude en elle-même, mais qui est tempérée, voilà, en toutes circonstances. Donc l'été aussi, quand il fait très chaud dehors, il fait bon à l'intérieur. L'hiver, il fait bon aussi. Dans ma maison, ça descend pas. Rarement en dessous de 15, c'est quand il fait vraiment très froid. Et donc là, bien sûr, on a allumé un peu le feu, mais sinon, à 17, c'est très, très stable. Voilà. Donc ça, c'est quand même bon à savoir. Donc bien sûr, une bonne isolation des combles, tout ce genre de choses, c'est important aussi.
Donc le savoir-faire moderne est très intéressant à lier avec cette technique ancienne, ancestrale. Et bien sûr, on est en train de créer le monde de demain et c'est passionnant. Après, pourquoi pas mélanger les techniques de construction paille avec les techniques de construction terre pour bénéficier, donc avec la bauge, de ce fameux déphasage. Ensuite, être dans un intérieur isolé en paille, parce que c'est un très bon isolant. On a beaucoup de clients qui nous demandent de créer des murs à inertie à l'intérieur de leur maison en paille, par exemple. Voilà. Autour d'un poêle de masse. Ce genre de choses. Donc c'est passionnant et c'est très très vaste. On a très peu de transport, donc il y a très peu d'émissions de CO2 encore une fois. Non seulement pour la transformer, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Par exemple, la bauge, ça peut se faire avec les pieds, on peut aussi faire ça à la machine, mais je veux dire, on a le choix de faire comme on le désire. Et en tout cas, comme c'est très proche, mais on travaille souvent avec les agriculteurs qui nous fournissent aussi la fibre dont on a besoin, donc c'est souvent la paille. Ça peut être aussi du lin dans certains cas, du foin aussi. Donc tout est local et on n'a pas besoin de commander nos matériaux, tout est sur place, sous nos pieds. C'est quand même génial. Pour moi, en fait, l'architecture, le patrimoine mondial est un trésor. Et souvent, tout ce qui est en terre crue est mis un peu sur le côté, puisque c'est un peu moins bien vu. C'est vrai que c'était un logement aussi pour les gens pauvres, pour toutes sortes de populations. Par exemple, en Ille-et-Vilaine, ça représente la terre battue, vivre dans des maisons en terre, ça représentait une certaine pauvreté et une misère que certaines personnes ont associée à la construction en terre crue. Mais c'est pas comme ça qu'ici, dans le monde entier, on va dire que ça a été un peu comme ça. Ce que je souhaite, c'est déjà que cet aspect-là disparaisse, parce que en fait, c'est pas vrai. Il y a des palais qui sont faits en terre aussi, des églises aussi. Donc c'est faux. Mais il y a plein d'a priori sur la terre crue que j'aimerais. Ça disparaîtra pas complètement, les trois petits cochons, mais je sais que, enfin, j'aimerais que ça disparaisse un petit peu et qu'on se rende compte de ce patrimoine magnifique, de cette richesse exceptionnelle qu'on a autour de nous. Et puis je trouve ça touchant en fait que nos ancêtres, à tous communs de l'humanité, aient trouvé ces solutions-là aussi pour se loger et qui aujourd'hui semblent être l'avenir aussi de l'humanité. Ça me pose question aussi, mais je trouve ça assez formidable. Bien sûr, on vit à notre époque, dans un monde moderne, mais ce que les anciens savaient faire, aujourd'hui, ça vient comme une bouée de sauvetage, quoi. Et je trouve ça très, très beau. Mm.